Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir à tous au cœur de la mêlée, le magazine rugby et sport de l'équipe de Sud Radio, bien sûr. Avec vous les auditeurs, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Bienvenue également pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, le hashtag Sud Radio Rugby. Bonsoir messieurs. Sont avec nous bien sûr Quentin Cabanis, il y a également Alexandre Priam. Ça va Alexandre ? Ça va très bien. Oui, mais voilà, je me soucie de votre santé, Alexandre. Et si vous êtes fatigué, on est là en tout cas. On est. Avec nous également, eh bien, nos consultants, Julien Thomas qui est là, et également Philippe Spanghero. Salut les gars. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Julien. Bonsoir messieurs. Salut Philippe. Alors, on a bien sûr vécu cette 6e journée ensemble. D'abord la victoire du Stade Toulousain, on va y revenir, mais parlons du plus frais et du plus chaud, on va dire, en tout cas de ce qui vient d'arriver. C'est d'abord le succès du Castres Olympique aux dépens d'Oyonnax. Voilà, ça c'est une victoire bonifiée 39-11. En quelques mots, messieurs, victoire logique, victoire solide, voilà, d'un Castres qui est 3e du classement ce soir, Philippe. Ouais, Castres qui a retrouvé ses fondamentaux à domicile. On sait à quel point elle est difficile à manœuvrer à Pierre Fabre, cette équipe. Elle avait besoin de se racheter en plus après une vraie contre-performance collective dans le caractère, au moins au Stade Français, après un bon début de saison avant cette coupure Coupe du Monde. Et là, c'est des points importants qu'ont pris les Castrés. Ils se sont rassurés sur les fondamentaux et ce caractère qui leur avait manqué à Paris la semaine dernière. Alors une phrase, Julien Thomas, ce match, il y a pas eu photo quand même là aujourd'hui. Ah oui. Les Castrés, et en plus on offert un beau rugby avec un bon Poplin. Hein. Ah oui, 5 essais à 1 pour les Castrés, c'est surtout 39-11. Non, c'est logique, le score est logique, comme disait Philippe, c'est des Castrés à domicile qui sont plutôt sur les fondamentaux. Quand ils construisent sur ça, mais derrière ça s'enchaîne forcément, une équipe qui est en confiance, qui est 3e à l'heure actuelle de ce championnat. Voilà, 6e journée, 3e victoire à domicile en 3 matchs. Voilà, toujours aussi difficile de s'imposer au stade Pierre Fabre. Une petite stat peut-être, Alexandre, que vous faites je sens que c'est la stat qui vient. Ouais, celle-là, elle est quand même assez nette. On voit le score 39-11. Le nombre de défenseurs battus, 29 défenseurs battus côté Castré, 5 côté Oyonnax. Moi, je reviens sur ce que disait Philippe. Il parlait de retour aux fondamentaux. J'irais même au-delà. Je pense que cette équipe du Castres Olympique, en plus, est capable de proposer du jeu. Ouais, peut-être Adrien, si jamais je peux t'interrompre une seconde sur les joueurs. Adrien, tu as commenté ce match avec nous pendant le multi. Il y avait un joueur notamment, Arata, qui a disputé la Coupe du Monde. Quelle a été sa performance, qui s'est mis en évidence dans ce match très rapidement? Ouais, Santiago Arata qui a très bien proposé le jeu côté Castré, surtout en première mi-temps. On a vu un Castres Olympique qui tu le disais Alexandre, a su vraiment envoyer du jeu, et notamment aussi par l'intermédiaire de Pierre Poplin, qui a été très très bon dans la distribution et aussi au pied. Bon, il a raté 2 coups de pied qui auraient pu passer, mais c'est lui qui fait la différence sur le 2e essai Castré, avec un numéro incroyable où il efface à peu près 3-4 défenseurs notamment, et Castres vraiment qui jusqu'à la 60e a proposé beaucoup de jeux et qui a su derrière faire le dos rond sous la pluie à Pierre Fabre et écraser littéralement cette équipe d'Oyonnax. Voilà, et en plus vous avez un petit coup de cœur pour sa coiffure à Pierre Poplin, mais ça on développera pas. Allez dans les cheveux. Mais à Castres, il y a beaucoup de coiffures originales. Allez, on va revenir sur les grosses perfs quand même de cette journée. Et la grosse perf, c'est celle de Clermont, Philippe Spanghero à Montpellier. Clermont qui l'a emporté 20-17, mais que ce fut dur parce qu'il y a eu un retour quand même des Montpelliérains qui étaient complètement absents pendant à peu près 50 minutes. Ouais, retour important, et ça peut laisser augurer une bonne suite pour ce MHR à qui il a manqué beaucoup ce caractère collectif qu'on a retrouvé en deuxième période. Ça n'a pas suffi, malheureusement, ils ont couru beaucoup trop derrière le score. Clermont avait fait le break assez tôt dans ce match à 17-3. Quasiment une mi-temps à sens unique du côté des Clermontois, qui en plus ont un peu manqué de réalisme, auraient pu concrétiser d'autres temps forts en première période. Voilà, une équipe de Clermont solide, avec un Georges Moala omniprésent, une bonne charnière, incroyable de voir Urda Pileta encore à ce niveau-là, un chef d'orchestre. On pensait pas que à son âge il serait un élément aussi important de cette équipe. Donc voilà, du côté de Clermont, la rentrée de Marcos Kremer aussi très
importante dans la densité de ce pack. Et puis voilà, le MHR qui a couru après le score toute la deuxième période, encore une fois avec du caractère. Ils viennent mourir à quelques points, mais là pour le coup, il y a quand même urgence du côté du MHR. Il faut se servir de ce match pour se rassurer sur ce caractère, mais par contre, il faut réussir à gagner des matchs. Ouais, Julien Thomas, premier match de Marcos Kremer avec Clermont. Vous en avez pensé quoi, l'Argentin, 4e de la Coupe du Monde? Ah oui, égal à lui-même, hein, c'est du boucher pur et dur. Boucher charcutier. Boucher charcutier se déplace en plus et puis pas marrant dans les zones de ruck. Non, c'est un joueur qui fait du bien, notamment dans ce paquet d'avant. Clermontois, on les avait vus un petit peu à la peine ces dernières saisons, un peu tendre, même comparé à des saisons précédentes. Et c'est vrai que là, ils retrouvent quand même une ossature bien solide devant et surtout cette victoire à Montpellier qui vont le faire du bien, peut-être lancer la saison. Du fait qu'ils avaient qu'une défaite, c'était à Lyon. Maintenant, peut-être, on va voir que face à une grosse écurie comme Montpellier, peut-être clairement mais une chance cette année de faire quelque chose. Ouais, juste. Pardon de vous couper, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'on sent quand même la patte Christophe Furios là sur un match comme aujourd'hui, en ayant pu arriver sur une saison pleine, en démarrant la saison avec des recrues qu'il a pu choisir. On sent quand même autour d'Urda Pileta, je le disais tout à l'heure, mais vraiment quelque chose se construire avec la patte de Christophe Furios. Une petite stat peut-être, Alexandre? Oui, 11 sur 11 en touche pour Clermont aujourd'hui. Côté par contre Montpellier, c'est 13 ballons perdus dans cette rencontre, dont 9 ballons perdus exclusivement au sol. Alors je sais pas comment l'expliquer, effectivement c'est peut-être la Paturios côté Clermont, mais un manque de de connexion sur la conservation de balles du côté de Montpellier. Enfin globalement de toute façon Montpellier a l'air d'être une équipe un petit peu déconnectée. Oui, question Julien Thomas, vous connaissez la maison Montpellier-Rennes, ça a été votre club, enfin celui où vous avez passé le plus Julien, ça fait des semaines qu'il dit qu'il n'y croit pas à ce staff. Voilà, vous ne croyez pas à ce staff. Est-ce qu'il a sauvé sa tête, Richard Cockerill, ce soir, grâce au retour de son équipe qui était menée quand même 20-3 Sauver la tête, je pense qu'elle est déjà à moitié coupée, enfin à mon avis, parce qu'à Montpellier, les choses vont vite. Dès que ça gagne pas, ça peut vite changer. Donc honnêtement, c'est un staff qui pour moi n'a pas de connexion, n'a pas de lien dans l'esprit du système de jeu qu'ils veulent mettre en place, et ça se ressent aussi sur le terrain. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont perdus. C'est pour ça donc qu'il y a eu dans les zones de ruck des ballons bien grattés, bien récupérés par les Clermontois qui étaient eux connectés. Après, c'est quand même Montpellier qui est inquiétant là. Ça fait quand même la 5e défaite, il me semble. C'est sans confiance et c'est surtout quand tu vois qu'à 14 points à la mi-temps à domicile. C'est compliqué après de gagner face aux grosses écuries. C'était un peu apathique, jusqu'à ce réveil. Est-ce que c'est lié à la rentrée entre guillemets? Il y avait la dernière de Benoît Payog, qui est sorti et a eu cette dernière devant son public, et ça c'est plutôt sympa. Mais est-ce que vous avez senti les différences avec Reinhard qui est entré ensuite, l'un des deux demi-mêlées des champions du monde? Bien sûr, c'est un taureau. Le champion du monde, c'est quand même. On l'a vu la saison passée. À chaque fois qu'il était titulaire ou qu'il était sur la feuille de match, le changement de philosophie, aussi de caractère. Même en début de saison dernière, il était plutôt très de suite très adopté par le système, par l'équipe, j'ai l'impression qu'il ça faisait déjà des années qu'il était là, et finalement, il s'est vite acclimaté. Mais surtout, il amène cette hargne, ce caractère qui peut-être justement manquait à Montpellier. Et on voit la différence, je trouve. Philippe, un petit mot juste sur la situation de Montpellier. Il va y avoir ménage ou alors, au travers de ce qu'on a vu là sur de la 45e, on va dire, à la 75e, parce qu'ils ont quand même un peu souffert sur la fin de match. Est-ce que on peut construire ou pas, reconstruire, ou je sais pas, ou déblayer? On peut laisser encore un match ou deux pour voir si cette étincelle qu'on a vue sur le caractère collectif dans la période que tu viens de citer, permet de s'assurer des victoires. Voilà, dans un match ou deux, il faudra déjà prendre des décisions. On parle quand même d'une équipe championne de France il y a 2 ans, qui a eu une saison dernière. Ouais, sachant qu'ils vont à Perpignan, qui a le couteau sous la gorge. Donc, ce déplacement, il va conditionner beaucoup de choses du côté du MHR pour la suite. Voilà, la saison dernière était une saison de transition post-titre, mais là, ils n'ont pas droit à l'erreur. À la vue des moyens, de la qualité du staff sur le papier et de cet effectif, ils sont bien sûr pas à leur place.
Oui, et vous êtes à votre place, voilà, pour débriefer cette 6e journée. On va continuer de passer en revue ces 4 matchs du multi. On reviendra également sur le match de l'après-midi, mais en tout cas, on est bien au cœur de la mêlée, on est bien ensemble, bien sûr, et vous êtes les bienvenus au standard 0826 300 300, également sur les réseaux, le hashtag Sud Radio Rugby. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, à tout de suite. Avec vous, les auditeurs Sud Radio, bien sûr, pour au cœur de la mêlée, vivre et revivre cette 6e journée. À 21h, nous serons bien sûr depuis La Rochelle avec Antoine Mazère pour La Rochelle face à Bayonne. Ce sera la suite. On espère bien sûr une réaction des Rochelais, tout comme on espérait une réaction aujourd'hui des... je ne sais pas pourquoi je me suis engagé sur ce truc, parce qu'en fait, la réaction, on l'espérait de Montpellier, mais on en a parlé avant. Et donc là, on va parler plus des Palois face aux Bordelais. Philippe Spanghero, Julien Thomas, Alexandre Priam qui avaient commenté ce match. Voilà, Bordeaux toujours 7e, mais Bordeaux qui a été battu 20-11 à Pau. Voilà, cette section paloise a l'impression quand même d'être toujours honneur aux vainqueurs. Philippe Spanghero qui a fait le match qu'il fallait dans des conditions difficiles, mais on sent quand même qu'il y a une confiance et qu'il y a une solidité autant mentale que sportive. Ouais, je me souviens d'échanges qu'on avait eu avec Bernard Ponneau, le président, l'année dernière, qui disait que c'était une saison délicate pour eux parce que ils avaient fait le pari des jeunes et de joueurs qui avaient besoin d'acquérir de l'expérience dans ce top 14, et on voit que ils ont pris de l'épaisseur pour être au rendez-vous cette saison. Là aussi, la patte du manager, on sent qu'un Sébastien Piccheroni a réussi là vraiment à mettre son jeu en place justement autour de ces joueurs qu'il a lancés dans le bain l'année dernière et qui ont sauvé leur place en top 14. Et là, vraiment, aujourd'hui, c'était un match test pour eux. On a vu quand même des Bordelais assez solides, mais des Palois capables de convertir leur temps fort, notamment là le temps fort avec je sais plus combien de temps de jeu, je pense qu'Alex nous le dira, mais au moment du break après le 13-11, quand il marque là à ce moment-là, là c'est au caractère, c'est au caractère cet essai du côté palois, et ça montre une confiance quand même dans ce groupe. Combien ? Ouais, au moins 10 temps de jeu, je pense, voire 15. Beaucoup plus, je dirais. Beaucoup plus. Non, il y a une action d'envergure qui montre aussi la confiance accumulée depuis le début de saison par ce groupe. Et pour aller dans ton sens, Philippe, en plus d'être solide, la section paloise se met très peu à la faute. Aujourd'hui, c'est seulement 4 fautes. 4 pénalités concédées en 80 minutes. C'est une faute toutes les 20 minutes, vous vous rendez compte? C'est incroyable. En plus, à la vue des conditions climatiques, on est sur des standards de très haut niveau international. Et c'est surtout les conditions qu'ils ont dominé quand même beaucoup de secteurs, les Palois. Dans le jeu aérien, ils ont été efficaces. Ils ont été très bons devant, notamment avec 8 sur 8 en mêlée, 16 sur 18 en touche. Ouais, ils ont été efficaces sur le secteur-là. Ils ont mis à mal les Bordelais. Donc vu les conditions climatiques plus la discipline, ils ont fait le match qu'il fallait face à cette équipe bordelaise. Oui, parce qu'on rappelle quand même, Julien Thomas, que les Bordelais intégraient quand même leurs internationaux, leurs mondialistes français. Quand on voit la ligne de 3/4 derrière, c'est vrai que la météo n'a pas aidé non plus à l'expression du talent de l'UBB. Même s'ils ont essayé, notamment beaucoup en deuxième période. Oui, ils ont essayé. Bien sûr qu'avec les internationaux, on s'attendait peut-être à une plus de gestion, une meilleure capacité à vite rebondir quand dominer c'est pas loin. Mais c'est quand même une équipe qui est plus profil de temps sec que de temps boueux, c'est vrai. Ouais. Pourtant, il y a quand même un motif de satisfaction côté Union Bordeaux-Bègles, François. 9 plaquages manqués pour l'UBB, 140 réussis. Ouais. Donc c'est quand même, là c'est du très haut niveau, on est aux alentours de 95% de réussite au plaquage, c'est très rare. Mais il vaut quand même mieux parce que je sais pas si c'est les stades de possession, mais ils ont peu eu le ballon quand même, donc il valait mieux qu'ils soient quand même efficaces en défense. Oui, c'est effectivement vrai, parce que c'est vrai que ils ont eu du mal à concrétiser. Est-ce qu'en touche, parce que même moi il m'a semblé, même si j'avais les yeux sur d'autres matchs bien évidemment, parce qu'on était en multi, il m'a semblé que la touche bordelaise était en souffrance. Ah oui.
Ah oui, elle était en souffrance, hein, cette touche bordelaise. Alors elle a perdu 5 ballons, cette touche bordelaise, aujourd'hui 10 sur 15. Et on a vu notamment Maxime Lamotte, je crois, en perdre 3 quasiment coup sur coup. Mais globalement, même les ballons en plus qui ont été récupérés, parce que c'est bien, voilà, il y a déjà l'idée de récupérer le ballon, mais après c'est savoir si tu peux transformer le jeu après cette touche. Et là encore une fois, il y a eu beaucoup de soucis du côté de l'Union Bordeaux-Bègles, ne serait-ce que pour former des groupes pénétrants fiables et valides. Ouais, effectivement. C'est inquiétant ou pas ce manque de concrétisation ou de réalisme ou voilà des Bordelais qui n'ont pas été capables de l'emporter à Pau. Philippe, selon toi, doit-on y voir là un retard à l'allumage, ou plus que le résultat? Non, pas d'inquiétude. Pour moi, à la vue du résultat d'aujourd'hui, les conditions étaient particulières. Ils sont tombés face à une équipe de Pau solide et, comme on le disait, voilà, ils intègrent leurs internationaux qui reviennent. On s'est posé la question quand même il y a quelques semaines à l'antenne du décalage peut-être de niveau entre les avants et les trois quarts bordelais. C'est peut-être un bout de réponse. C'est vrai que quand on regarde cette ligne de trois quarts, elle est assez exceptionnelle quand on voit Penaud qui rentre, ce que ça amène derrière en termes de qualité. Mais par contre, c'est vrai que là, on rentre dans la période un peu difficile où ils vont moins pouvoir s'exprimer et où il va falloir devant être solide du côté bordelais, là où ils ont été un peu en souffrance aujourd'hui. Ouais, et surtout qu'à Bordeaux, il pleut très très souvent. Mais non, mais c'est faux. Autant à La Rochelle, il pleut, autant à Bordeaux, non. Voilà. Il y a le microclimat. Non, parce qu'Alexandre est fan de La Rochelle. C'est pour ça que je me permets ce petit comparatif. On demandera Antoine Mazère, s'il peut. Juste quand même, combien de ballons a touché Damien Penaud, parce que à un moment dans le match, je me disais 0. 1. Ah ouais. De ce que j'en ai vu, 1. Ouais. Et il s'est fait pousser en touche. C'est en toute fin de match à la 80e. C'est-à-dire qu'entre la 50e et la 80e, il n'a pas touché un ballon. Bonjour, bienvenue à Bordeaux. Ouais. Mais non, il va aller toucher les ballons, il va bien sûr concrétiser tout ça. François attaqué de toutes parts. Non, personnellement, je ne suis pas porte-drapeau de l'UBB, mais quand même, c'est vrai que c'est père-drapeau pour une équipe qui a de l'ambition. Je crois que c'est Nicolas Deporter qui disait qu'il voulait aller chercher le Brennus. Ouais. C'est vrai que mais Toulouse a perdu la semaine dernière. Je suis sûr que ce soit la meilleure des déclarations d'ailleurs. C'est chez le co-leader quand même. Ouais, c'est vrai. Même si dans le cœur de Quentin, c'est Castres le leader, bien sûr, au-dessus de tout. Non, mais je confirme, il pleut des cordes à La Rochelle. Voilà, il pleut des cordes à La Rochelle. Effectivement, on en parlera tout à l'heure avec Antoine Mazère. Tiens, c'est bizarre, justement. Allez, on va revenir à nos moutons, notamment le débrief de cette journée, notamment Lyon Stade Français, match que vous avez suivi dans le multi. Quentin nous a assuré ce fil rouge brillamment, mais Julien Thomas, vous avez sans doute apprécier quand même la performance très très solide du Stade Français qui va chercher quand même une deuxième victoire à l'extérieur, 36-32, bonus défensif pour les Lyonnais, mais attardons-nous quand même sur la performance des Parisiens qui confirment, c'est vrai qu'il y a eu de l'opportunisme, mais il y a quand même là aussi du caractère et une certaine solidité collective. Ah, c'est solide. Là, le Stade Français, ils ont tapé un peu du poing sur la table en allant gagner pour la première fois. J'ai vu, il me semble passer une stat, c'est la première fois que le Stade Français gagnait à Lyon de son histoire. Donc déjà, c'était un challenge à relever. Et parce que j'y ai perdu du coup. Mais sinon, c'est quand même un Stade Français qui a été réaliste. C'est un Stade Français pour moi qui est vraiment solide cette année, que ce soit sur les avants parce qu'ils sont présents dans tous les secteurs. C'est-à-dire le jeu au sol, je les trouve très efficaces et très connectés aux porteurs du ballon. Donc ils arrivent à mettre du rythme. Et puis derrière, il y a quand même des pattes. On a vu Ward qui a été très très bon aujourd'hui et qui a mis à mal cette équipe de Lyon qui a été fébrile. L'opportunisme surtout du Stade Français et la confiance, ça vient parce que la confiance. Et Zach Henry à 8 sur 8. Et 8 sur 8 pour Zach Henry. Si je vous dis le chiffre 19, à quoi ça vous fait penser? 20-1. Merci beaucoup. Exactement, à 19 défaites avant ce match. À la Corrèze. Le stat au plaquage d'un joueur? Non, 19 pénalités concédées par le Stade Français Paris qui gagne 30 matchs. Il y en avait quasiment 10 à la mi-temps déjà. Ils ont été réguliers au total. Ils ont été c'est impressionnant. Comment tu gagnes un match en étant pénalisé 19 fois? Vous avez 3 heures. Pénalisé et défensivement aléatoire. Quand même, cette défense de Paris n'a pas été non plus transcendante. Donc c'est vrai que gagner en étant avec 19 pénalités, c'est rare. 77% de réussite au plaquage. Ouais, et puis en face, Paddy Jackson n'en a pas raté au pied non plus. Il a été efficace, c'est pas une défaillance du buteur lyonnais.
Bon, en tout cas, c'est une belle victoire, 36-32. Juste quand même un mot sur le centre anglais Joe Marchant. Voilà, autant Quentin que vous, Julien et Philippe Spanghero, Julien Thomas. Vous l'avez trouvé comment? C'était le centre anglais, donc premier match avec le Stade Français. Quentin? Il était plutôt bon dans l'ensemble, peut-être un petit peu dans l'ombre de Ward, que j'ai trouvé peut-être plus dominant aujourd'hui. Il y a eu une belle percée, je me souviens, en seconde période, notamment sur une relance de Joe Marchant. Mais sinon, plutôt correct. Pas parfait, mais plutôt correct. Vous mettez 2, quoi. 2 sur 10. Un petit 6 dans l'ensemble, parce qu'il faut quand même moi, il m'a dit par messagerie privée, il m'a dit ultra surcoté le Marchand, là. le troisième frère Marchand. Voilà, il m'a dit. Je me suis dit, ils sont meilleurs au talon. Ouais. Julien, Philippe, sur la performance de joueurs, des mondialistes, parce qu'il y avait Joe Marchant sa première, mais il n'y avait pas que. Sur la pelouse, il y en avait quelques-uns aujourd'hui. Ouais, c'est vas-y Philippe. Oui. Pardon, il y a toujours Macalou quand même, assez précieux, qui gagne des mètres. Voilà, dans le registre du Stade Français. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les mondialistes? Couillou fait son match. Tao Marc la densité de Taofi Fenoua. Bon, on a l'impression que ceux qui ont redemandé à jouer en avaient vraiment envie en tous les cas, puisqu'on a deux cas différents quand même avec ces joueurs et la façon dont ils ont vécu cette élimination. Il y a ceux qui ont demandé à avoir beaucoup de récupération et ceux qui ont demandé à justement revenir dans le bain très vite, et eux on sent qu'ils ont faim, et aujourd'hui les mondialistes là sur le terrain ont quand même tous fait un bon match. Bon, en tout cas c'est une parfaite conclusion. On va enchaîner bien sûr avec d'autres débriefs, bien sûr on va revenir sur l'actualité, le point sur l'actualité, puis à 20h on reviendra aussi sur la semaine avec notamment le 15 de France et la conférence de presse de Fabien Galtier que l'on débriefera tous ensemble bien sûr au 0826 300 300 et avec vous, Julien Thomas et Philippe Spanghero. À tout de suite sur Sud Radio. Au cœur de la mêlée, Julien Thomas, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, toute l'équipe Sud Radio est là bien sûr avec vous, le 0826 300 300, pour continuer à discuter, à débriefer bien sûr de cette 6e journée du Top 14 qui a commencé un petit peu plus tôt dans l'après-midi. On a débriefé les différents points marquants, la victoire de Castres, victoire bonifiée 39-11, victoire de Pau aux dépens de l'UBB 20-11, victoire du Stade Français sur la pelouse de Gerland à Lyon 36-32, et également la victoire de Clermont à Montpellier. Ça c'était dans le multi que vous avez vécu en direct en intégralité sur Sud Radio. Revenons aussi au début de l'après-midi, messieurs Julien et Philippe Spanghero, victoire du Stade Toulousain 43-34, et Alexandre Priam, qui était là aux commandes pendant ce match avec Rémi Busségué, a parlé de Super Rugby. Est-ce que vous validez? A-t-on assisté dans ce match 6 essais à 4 à un match de Super Rugby, Julien Thomas? De Super Rugby, oui, vu qu'il y a 10 essais quand même, c'est colossal. On a vu quand même du jeu, du spectacle, forcément. Maintenant, on a vu 2 mi-temps. Une mi-temps toulousaine, première mi-temps, 31-6, ils gagnaient. Et puis la remontée quand même des Catalans qui ont su profiter un petit peu de cet endormissement un petit peu de ces Toulousains qui ont un petit peu levé le pied, et ça leur a permis de revenir dans le match et terminer et mourir à 43-34, un gros score pour cette journée de top 14. Ouais, pas de bonus offensif pour les Toulousains, pas de bonus défensif pour les Catalans. Philippe Spanghero, je vous pose la question. Dans Super Rugby, il y a bien sûr un clin d'œil au championnat des provinces de l'hémisphère sud, où le rugby est souvent un peu débridé. Voilà. Est-ce que on a vu du rugby super aujourd'hui entre les Toulousains et les Catalans? Super pour le spectacle et les spectateurs, puisque 10 essais, c'est quand même agréable. Après, il y a eu beaucoup de déchets, notamment une fin de match, je pense, qui a pas dû plaire à Hugo Mola, parce que ça fait partie de la période de rodage là, du côté du Stade Toulousain, avec le retour des internationaux, où on se remet en place. Mais on a connu les Toulousains beaucoup plus tueurs, et en ayant pris le large aussitôt dans le match à 31-6, je crois, à un moment, il aurait fallu assurer à minima ce bonus offensif, et il y a eu quand même pas mal de déchets côté toulousain en fin de match.
Voilà, vous parliez effectivement que Hugo Bola ne devait pas être content. C'est un petit peu en creux ce qu'a dit François Cros au micro de Rémi Mességué cet après-midi à Ernest Vallon. Voilà, il y a quelques regrets côté toulousain. C'est vrai qu'au retour du vestiaire, on n'a pas su remettre l'intensité qu'il fallait pour répondre à celle des Perpignanais et c'est dommage parce qu'on a peut-être perdu un point ce soir. On a un peu relâché une fois qu'on a eu pris le large, mais je sais pas, il faudra revoir le match, mais c'est sûr que ce qui est rageant, c'est de prendre 2 essais ou 3 sur une supériorité numérique. Donc c'est une victoire à la maison, mais qui laisse quand même quelques regrets. Ouais, Julien Thomas, voilà, c'est vraiment regrettable entre guillemets. C'est regrettable, oui, parce qu'il faut quand même encaisser les points qui sont à prendre. Et celui-là, il pouvait forcément le prendre dès la mi-temps, même il avait. Après, c'est quand même une équipe de Toulouse, moi que j'ai trouvé un peu en deçà, et notamment, comme disait Philippe, sur cette fin de match. Et fragile défensivement. Fragile, oui, c'est ça. C'est que les Catalans se sont réveillés ou se sont servis justement. Donc, il y a une baisse de régime toulousain. Mais peut-être c'est Perpignan en face. Alors s'ils nous font des descentes un petit peu comme ça d'énergie et de tempérament, ils peuvent jouer contre une grosse équipe et se faire taper sur les doigts. Alors 6 essais, on le rappelle, Capozzo, Gelon, Arnold, Paul Coste, Jaminet également, et puis Movaca. D'abord peut-être l'homme du match, Alexandre, c'est Paul Coste. Ouais, moi je suis d'accord avec l'idée de Paul Coste. Effectivement, j'ai trouvé vraiment très très bon Paul Coste. C'est lui qui a donné. Je trouvais que par exemple à côté de Barassi, je trouvais qu'il avait apporté beaucoup de dynamisme dans toutes ses prises de balles, beaucoup de gaz notamment en fin de match. Et quand Sofiane Guitoun est rentré, alors là il y avait un écart abyssal entre les deux. Ah oui. Ça m'a vraiment sauté aux yeux. Donc ouais, gros match de Paul Coste. D'ailleurs dans la lignée de son début de saison, qui a été vraiment très très bon. Champion du monde des moins de 20 ans, Paul Coste, très jeune joueur, fils d'Arnaud Coste, ancien troisième ligne de Clermont et du 15 de France. Philippe Spanghero, est-ce que c'est aussi une nouvelle forme, on va dire, de deuxième centre qu'on a envie de voir, c'est-à-dire des centres un peu plus mobiles, très à l'aise pour les passes au contact, pour la transmission, un peu plus léger et moins, on va dire, moins le profil de troisième ligne comme parfois on peut le voir on voit souvent des grands gabarits. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça va dans le sens de l'histoire. On revient quand même, on en voit de plus en plus ce profil de joueurs dans notre championnat et dans le rugby de haut niveau, et surtout dans le registre de ce qu'essaie de proposer le Stade Toulousain en termes d'animation offensive. Voilà, un joueur comme Paul Coste rentre dans le cadre. C'est vrai qu'il a beaucoup de qualités, une palette technique large, et puis voilà ce gaz qui fait des différences quand même, malgré en effet un physique qui est pas énorme. Voilà, ça fait partie des pépites qu'a sorti le Stade Toulousain. Il a un parcours un peu moins linéaire que tous les autres de sa génération, qui ont fait les équipes de France jeunes jusqu'à cette équipe de moins de 20. Paul Coste, c'était moins évident pour lui, mais Hugo Mola y a cru assez tôt. Il a donné sa chance et là il prend la pleine mesure du talent qu'il a à offrir au Stade Toulousain. Honnêtement, c'est un joueur hyper agréable à voir jouer. Ouais, Julien Thomas, est-ce que vous pensez que c'est aussi une nouvelle forme de profil là qui est en train de s'imposer, ou en tout cas de gagner des points? Là, gagner des points, c'est sûr, parce qu'il nous fait un début de saison remarquable, Paul Coste, et c'est surtout ce que j'aime sur ce joueur, c'est qu'il anticipe les actions, il sent les coups, il va se projeter dans les intervalles, il a une lecture sans ballon qui est formidable. Donc, si tu veux, dès qu'il reçoit le ballon ou dès qu'il va se proposer, il est toujours dans le bon timing, et c'est ça qui lui rend performant, c'est que il anticipe déjà par rapport au défenseur qui est en face. Et après, bien sûr, c'est moins gaillard que certains centres qui a quelques années, mais c'est surtout cette intelligence qui lui permet de récupérer un petit peu ce manque un petit peu de physique et des techniques en plus. Oui, donc bonne lecture. Mais le nouveau profil, pour moi, déjà il va bien pour l'équipe toulousaine. Est-ce qu'on est sûr que c'est un nouveau profil? Oui, non, mais moi je mets ça par rapport à ce qu'on a vu un peu à la Coupe du Monde, où on a vu, je trouve, beaucoup de deuxième centre qui étaient pas très mobiles, qui étaient certes très costauds, mais où on n'a pas vu beaucoup de. Enfin voilà, moi je pense, François, que le rugby de demain, il va évoluer ça sera plus du défi physique, ça sera vraiment avec du profil presque passétiste, mais voilà, ça va jouer, ça va plutôt jouer des duels que plutôt
de monter une équipe de rouleau compresseur. Et c'était, pour moi, on en est obligé. On en est obligé parce que dans l'évolution des règles et dans l'enjeu majeur de la préservation de la santé, l'enjeu des commotions, etc., je pense que les règles vont évoluer vers un peu moins de défis physiques, un peu moins d'agression dans les rucks et beaucoup plus d'initiatives offensives et donc ce profil de joueurs. Mais ça a commencé déjà en deuxième ligne il y a quelques années où on a revu des deuxièmes lignes beaucoup plus mobiles, des troisième lignelles. Donc ça va dans le bon sens, dans ce qu'on a envie de voir d'un rugby aéré. Voilà, et une polyvalence de tous les joueurs. Oui. Mais tu vois, son physique, moi, il fait un peu penser à ce qu'on avait eu il y a quelques années. Alors, c'est pas le même genre de joueur, mais à Conrad Smith, 1m83, 90 kilos, c'est du Paul Coste. Gary Rose, il est un peu plus grand, il fait 1,85, mais il fait 92, 93 kilos. Il est pas non plus. Ouais, mais Conrad Smith, il a joué longtemps avec Tana Umaga à côté. Donc dans avec du très costaud à côté, Nonou. Donc t'avais quand même dans les deux et c'est vrai que là Barassi Paul Coste, on a deux joueurs qui physiquement sont pas dans des standards de très gros gabarits. Voilà, mais en tout cas ce profil, j'aime cette appellation du setiste, voilà. Et peut-être que voilà, on va voir de nouvelles choses et pourquoi pas pas aérer un petit peu ce jeu qu'on a trouvé parfois un peu congestionné, notamment dans certains matchs de la Coupe du Monde, qui est souvent une référence quand même et qui donne un peu le là des tendances du rugby. Que dire en termes de stats? Peut-être que Alexandre, tu as une petite stat du match ou même de Paul Coste peut-être. Alors Paul Coste, ses stats en match ne sont pas extraordinaires. Je pense que ça a été plus dans l'impression visuelle qu'il a été bon. En plaquage, 10 plaquages réussis par Paul Coste, un défenseur battu, 8 passes, une vingtaine de mètres parcourus ballon en main. Mais c'est plutôt au global qu'il y avait des choses, je pense, intéressantes à noter dans cette rencontre. Notamment, eh bien le nombre de défenseurs battus au total dans ce match, 50. Donc il y a eu 25 de chaque côté. C'est-à-dire que tout le monde a été battu au moins une fois. Au minimum, donc c'est quand même assez énorme. Ça montre encore une fois, je parlais de match un peu de Super Rugby, c'était pour aller dans ce sens-là. Et puis on le disait, 10 essais, 6 du Stade Toulousain, 4 de Perpignan. C'est le nombre aussi de franchissements qu'il y a eu dans ce match. Donc à chaque franchissement quasiment il y a eu essai dans cette rencontre. Ouais, il y avait 5, 6, 7, 8 joueurs mondialistes français qui étaient là. Quelle a été votre impression, notamment un certain Antoine Dupont, Julien Thomas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Des retours plus ou moins certains difficiles, mais c'est surtout quand même une reprise, je pense, pour leur mental qui leur fait du bien. Quand je vois quand même ces internationaux qui étaient, j'avais l'impression que quand on entendait les joueurs qui après ce quart de finale parler, ils étaient en dépression. Honnêtement, c'était moi ça m'a un peu choqué que soient autant au fond de la gamelle, et il y en a beaucoup qui voulaient revenir en club, notamment plutôt pour justement se faire du bien et vite rebondir, et d'autres ils avaient du mal à sortir d'un petit peu de cette défaite. Et c'est vrai que mentalement, je pense que ça commençait à trotter de revenir pour Antoine Dupont. Il y a eu Ramos, mais c'est quand même des internationaux qui ont été ils étaient 9, hein, je viens de recompter. Ils étaient 9. Certains ont plus ou moins Jaminet qui a fait son match. Après, c'est internationaux qui Jelon quand même. Jelon qui a été bon, ouais. Ouais. Bon, après, il a eu un parcours, lui, dans la préparation, tout ça, il était peut-être plus frais mentalement que les autres. Voilà, et puis c'était le dernier match, je crois, pour Reinhard Tellstadt, par exemple, aujourd'hui. A priori, on parle d'une prolongation pour face à l'aller, mais il y a quelques joueurs donc comme ça qui vont quitter le Stade Toulousain dès demain, enfin très rapidement. Reinhard Tellstadt, qui fait partie, on va dire, de ces joueurs qui ont été marquants sur l'histoire récente, là, du renouveau récent et des titres de la période 2019-2020. On s'en souviendra comme un tendre. Oui, tout à fait. Mais voilà, mais qui a été important pour tenir la baraque. Peut-être Philippe a un mot sur ce joueur marquant quand même. Ça a été un joueur marquant du Stade Toulousain. Il a ramené à un moment au début de l'arrivée d'Hugo Mola cette agressivité. Parfois à la limite, c'est un joueur qui a été souvent pénalisé, sanctionné, mais qui m'a fait penser un peu à ce qu'avait amené à l'époque un joueur comme Trevor Brennan. Il y avait beaucoup de talent, mais il manquait peut-être cette agressivité, ce qu'on pouvait reprocher des fois au Stade Toulousain. Et ça, Elstadt a su l'amener, cette dureté, et il a été un joueur important du dispositif pendant au moins 2 ou 3 saisons.
Oui, effectivement, et donc il termine son passage au Stade Toulousain en beauté, voilà, dans ce club donc vainqueur 43-34. Un mot quand même sur Perpignan, Perpignan qui était mené, je crois 31-6 à la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises, voilà, et qui a su quand même réagir, qui était mené quasiment 6 essais à 1, je crois, 6 essais à 1. Ouais, il y avait 5 essais d'écart et puis finalement qui ont réussi à marquer 3 essais. Doit-on trouver dans cette fin de match plus un relâchement toulousain ou alors effectivement un vrai filon là de caractère pour les Catalans, Julien? Non, il y a un peu des deux, c'est sûr, mais des Catalans qui ont été pris en première mi-temps par des Toulousains qui étaient pieds au plancher et qui ont baissé forcément en seconde période. Mais c'est quand même des Catalans avec le caractère. Je pense que cette victoire à domicile leur a fait du bien la semaine dernière. Et sont venus un peu sur la pointe des pieds parce qu'ils savaient très bien que le Stade Toulousain, ça allait, en plus avec les internationaux, ça allait commencer à piquer, et ils se sont vu l'opportunité de pourquoi pas marquer à la 45e, et puis derrière ils ont enchaîné, ils se sont mis avec caractère et ferveur bien sûr de revenir dans ce match. Le gros match c'est la semaine prochaine, ils reçoivent Montpellier, là il va y avoir un match de bas de tableau important. Ouais, effectivement. Et on rappelle quand même qu'il y a eu un bon début des Catalans, hein, jusqu'à la 18e, 19e minute, l'essai de Capozzo. Ils étaient complètement dans le coup, mais qu'après, les 20 dernières minutes de la première mi-temps, ils ont craqué. On va peut-être écouter Franck Azema. Non, mais si. Mais on va l'écouter, on va prendre le temps en tout cas de l'écouter. Peut-être pendant ce temps, Philippe, un petit mot sur ces Catalans quand même qui a eu un passage à vide, là, un trou de la 20e, on va dire, à la 40e, mais qu'après qui ont montré des choses. Ouais, je pense que quand on voit le résultat final, même si le Stade Toulousain était un ton au-dessus et qu'ils ont baissé de régime, les Catalans peuvent se dire qu'ils auraient pu aller chercher autre chose ce soir. En tous les cas, on retrouve du caractère collectif, ce qui leur a manqué en début de saison et qui était quand même inquiétant. Ils ont retrouvé la victoire la semaine dernière à domicile. Ils savent qu'ils ont un match très important qui les attend la semaine prochaine contre un match de bas de tableau contre le MHR. Donc il y a quand même de quoi construire parce que le caractère collectif, on l'a dit là, de ce retour en deuxième période, il laisse présager quelque chose d'intéressant pour Franck Azema. Oui, effectivement, et on lui souhaite bien sûr le meilleur à Franck, que l'on va écouter, Franck Azema, parce que Quentin l'a décidé. Et donc maintenant on peut l'écouter, c'était au micro de Rémi Mességué. C'est frustrant, après il y a 30 points à la mi-temps, mais le score sur la deuxième mi-temps est intéressant. Après, ça ne veut pas dire que notre première mi-temps n'a pas été bonne, on a été très indisciplinés. Il ne faut pas leur donner d'opportunités et là ils ont eu suffisamment de munitions pour s'exprimer et ils savent le faire. Bon, après on a une opportunité d'aller chercher un point, on le manque sur les deux dernières opportunités à 5 mètres de la ligne. C'est pas les mêmes soucis qu'on a eu il y a pour les 3 premiers matchs, on ne parle pas des mêmes choses et ça c'est plutôt bien. Voilà le point positif côté Franck Azema qui a baissé un petit peu de volume mais quand même qui était assez pertinent sur le fond. On va clôturer donc ce débrief des 5 matchs du début de cette 6e journée. Le 6e, c'est La Rochelle-Bayonne. Ça sera ce soir. On va le vivre bien sûr en direct en intégralité sur Sud Radio. Mais pour l'heure, bien sûr, on va faire un petit point, une petite pause et on va revenir parlant de l'actualité Au cœur de la mêlée. L'actualité sportive au sens large. À tout de suite. Au cœur de la mêlée avec Julien Thomas, Philippe Spanghero. On est ensemble jusqu'à 21h, heure du coup d'envoi du match La Rochelle face à Bayonne. Alexandre Priam-Méléa également, Quentin Cabanis bien sûr. Et nous passons à l'actualité multisport. Adrien Abadi est là, il a les yeux bien sûr sur le rugby. On l'a suivi pendant le multi, mais également sur toute l'actualité. Il s'est passé des choses, notamment en Ligue 1 aujourd'hui. C'était la 12e journée, Adrien. Et ça a plutôt bien marché pour un certain Kylian. Ouais, apparemment, il est très en forme, oui, Kylian Mbappé, parce qu'il n'y a pas que le rugby dans la vie. Le Paris Saint-Germain a joué contre Reims aujourd'hui et s'est imposé 3-0. 3-0 notamment grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Très en forme, auteur d'un match abouti. Un but à la 3e minute, un but à la
35e minute et un but en fin de match à la 70e minute. Et les Parisiens qui profitent du match nul de Nice la veille pour s'emparer du fauteuil de leader en Ligue 1 avec 27 points, un de plus que les Niçois. Et notamment, on a aussi vu Gianluigi Donnarumma, auteur d'un match monstrueux sur sa ligne, qui a permis aussi de ne pas encaisser de but. Et ça fait du PSG le leader. Vous ne seriez pas un petit peu supporter du PSG là, parce que monstrueux, je ne sais pas si vous emballez pas un petit peu. Non, enfin, attends, voilà. un petit mot quand même sur en tout cas, un peu mieux que Bordeaux ces derniers temps. Oui, tout à fait. Alexandre, qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs Bordeaux contre c'était Annecy, non, je crois, aujourd'hui, c'était en Ligue 2, mais on va y revenir. Concentrez-vous sur le tennis, parce que le tennis, il s'est passé un truc énorme aujourd'hui. Voilà, ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. 2 Français ont gagné. C'est fou, hein, le tennis français qui est en grande forme. On n'a pas l'habitude de dire cette phrase, mais le numéro 1 français, Hugo Humbert, 23e mondial, a remporté le tournoi ATP 250 de Metz, sur ses terres, en dominant notamment le russe Alexander Shevchenko. On a l'habitude de dire Shevchenko pour le foot, mais voilà, 6-3, 6-3, s'adjugeant au passage un 4e titre qui va lui permettre lundi d'intégrer pour la première fois le top 20. Et ouais, ça sera le top 20 bien sûr, mais il n'est pas le seul, parce qu'aujourd'hui, celui avec qui il se dispute à une place de numéro 1 français, Adrian Manarino, il a aussi remporté un tournoi en Bulgarie à Sofia. Exactement, oui, Adrian Manarino, qui a été vainqueur un peu plus tôt, du 5e titre de sa carrière à Sofia, comme vous l'avez dit, et qui intégrera également le top 20. Tout à fait. Voilà, c'est assez impressionnant parce que c'est une très belle fin de saison des Français. Voilà, à un moment où on va nommer le capitaine de Coupe Davis. Voilà, c'était effectivement. Qu'est-ce que tu m'as dit, Quentin ? Et moi, j'allais dire, François, Donnarumma 6 arrêts aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est considéré comme excellent. Voilà, heureusement qu'Aguirre fait des arrêts quand même. Voilà, mais oui, à un moment, ça des arrêts, ça fera l'occasion. Manarino qui a battu Jack Draper en 3-7, 7-6, 2-6, 6-3. Allez, on passe au tour de table, bien sûr, pour savoir ce qui vous a marqué dans l'actualité cette semaine, messieurs. Sud Radio, la radio du rugby. Le tour de table de l'actualité. Et on commence bien sûr par les consultants. Tiens, qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui, vous, Julien Thomas ? Enfin, cette semaine, Alors j'ai pris de la semaine, c'était on a eu Samantha Davis en direct sur Sud Radio. C'est la skipper du bateau de IMOCA Initiative Cœur. Et ils sont partis avec Jack Boutel, donc pour la Transat Jacques Vabre. Et donc ils sont 3e à l'heure actuelle. Et c'est la 5e journée. Donc c'était pour déjà noter que quand même ils ont un bateau très performant. Il y a eu quand même un départ avec les conditions climatiques. Ils sont enfin partis. Et oui. Et du coup, elle disait que c'était fatigué de ce départ, bien sûr, sur les premiers jours, et que là ils allaient prendre la route du Nord de cette course, mais 3e. Donc voilà, c'est pour la féliciter. Et en parler. Voilà, c'est très bien d'avoir fait ce petit focus. Philippe Spanghero, votre coup de cœur de l'actualité, coup de gueule, je crois le deviner. Ouais, coup de gueule contre les instances du foot français. On attendait la réaction de la Ligue nationale de foot suite aux incidents qu'il y a eu après avant le match entre l'OM et l'OL. Alors c'est un sujet délicat parce que les incidents ont eu lieu en dehors du stade, donc tout le monde se rejette un peu la responsabilité. Mais en fait, ça fait suite à quelque chose qui m'avait déjà énormément perturbé. Ça a été la sanction contre le joueur de foot de Nice, vous savez, qui après ce qui s'est passé en Israël avait été accusé d'apologie du terrorisme et qui avait pris 7 matchs de suspension par la Ligue de foot pour apologie du terrorisme. Et donc là, je me disais, voyons à quel point ils vont être capables de reprendre la main et d'inciter les clubs aussi à prendre leurs responsabilités, et encore une fois aucune sanction. Et je pense que tant que les institutions ne montreront pas l'exemple aux clubs en dessous, on va laisser tout un tas de dérives comme ça se propager, et c'est pas possible. Et je pense qu'il faut que les acteurs soient à la hauteur. Et sur le sujet justement d'apologie du terrorisme, ils avaient dit que c'était pas évident dans les textes, qu'ils étaient pas juges. Il y a toujours une bonne raison.
pour être beaucoup trop minimaliste dans les sanctions. Voilà. C'est vrai. C'est comme là, en gros, ils expliquent que les incidents ont eu lieu hors du stade, donc ça relève pas de leur compétence d'une certaine manière. Oui, mais comme par hasard, et j'écoutais sur Sud Radio justement un jour de la semaine dernière un spécialiste du hooliganisme parler de la façon dont les Anglo-Saxons et les Anglais ont réglé ça avec beaucoup de sévérité de la part des clubs imposés par les institutions aux clubs auprès de leurs supporters fauteurs de troubles, et puis ils ont quand même bien redressé la barre. Donc voilà, il faut de la sévérité, mais il faut être capable d'assumer cette sévérité-là, et c'est pas le cas aujourd'hui. Alexandre Priam, votre tour de table, il me semble qu'il est un peu rubistique. Ah oui, il est un petit peu rugby, mais hors des terrains. Ça s'est passé à Toulouse, dans une salle bondée. La Marseillaise entonnée par Emmanuel Meafou, qui est devenu français, naturalisé français cette semaine. Christine Bouillot y était. On est déjà très heureux pour lui. Il avait l'air d'être ultra fier, ultra heureux. C'était un moment plein d'émotions, comme vous pouvez l'imaginer, du côté donc de Toulouse et de chez Fabien Galtier. On va écouter, tiens, Emmanuel Meafou. La Marseillaise, vous l'entendez? C'est un pays énorme, c'est un pays qui me donne la chance de jouer au top nouveau. Il y a du monde qui est toujours gentil quand j'arrivais, et avec 2 joueurs qu'on a, je pense qu'on peut faire un truc incroyable. Ouais, faire un truc incroyable, on parle de rugby pour le coup. Ben oui, mais c'est une très bonne nouvelle pour le 15 de France, et le 15 de France en a besoin pour 2024. Quentin Cabanis, vous avez 20 secondes. 20 secondes, moi c'était pour tout ce qui est polémique autour de Tahiti et de la vague Teahupo'o, puisque les Polynésiens, oui, c'est ça, les Polynésiens sont contre. On ira à Tahiti d'ailleurs dans un instant. Voilà, et je pense qu'il pourra donner son avis, notre ami tahitien. En tout cas, pour l'instant, les Polynésiens refusent l'installation de la tour en aluminium qui est prévue, une tour à 4 millions, et on envisage même du côté des Polynésiens de changer de site. Et pour le moment, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, elle, n'est pas de cet avis. Il devrait même se rencontrer entre Amélie Oudéa-Castéra et le président de la Polynésie, Moetai Brotherson, dans le week-end pour justement aborder ce sujet. Donc c'est encore une polémique autour de la vague de Tahiti, après celle avec Anne Hidalgo et son petit voyage pour visiter la vague qu'elle n'a jamais vue finalement. Oui, alors elle a envoyé Pierre Rabadan parce que le monsieur Brotherson, là, je sais plus comment il s'appelle, le président de la région, il a plutôt conseillé de pas y aller parce qu'il y avait, c'était un petit peu tendu, mais ça le prouve en tout cas. Bon, bref, c'est de la politique et on suivra ça, mais en tout cas c'est du surf sur l'un des plus beaux spots du monde, et ça sera pour les Jeux Olympiques. Oh là là, qu'on est en retard. Oh là 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 là. Allez, la suite tout de suite. On va débriefer la semaine et notamment faute de Quentin, la conf du 15 de France. Allez, il est 20h. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. À tout de suite. Au cœur de la mêlée, avec vous, bien sûr, les auditeurs de Sud Radio, au 0826 300 300. À 21h, on parlera de rugby et notamment on vivra la suite. C'est le 6e match de la 6e journée du top 14. C'est La Rochelle face à Bayonne. On va y aller dans un instant. Et puis, bien sûr, dans un instant, on va parler avec Julien Thomas, avec Philippe Spanghero et toute l'équipe Sud Radio, bien sûr, et vous, les auditeurs. On va parler de cette conf de presse, voilà, quand Fabien Galtier s'est exprimé, c'était en fin de semaine, c'était le 8 novembre, donc il y a 3 jours, voilà, c'était mercredi, et nous allons y revenir dans un instant. Mais avant cela, petit tour du côté de La Rochelle, non pas pour vérifier la météo, on sait qu'il pleut, Antoine Mazère, mais surtout pour savoir si tout est prêt pour nous offrir un grand match ce soir sur Sud Radio. Salut Antoine. Bonsoir François, bonsoir à tous. Oui, un grand match en tout cas, on l'espère, du côté de la Charente-Maritime. Ce sera le 82e guichet fermé à Marcel de Flandre. Les 16 700 spectateurs rochelais qui ont bravé la pluie, qui ont bravé le vent, qui ont bravé même le froid pour venir du côté de Marcel de Flandre pour voir son équipe rochelaise version XXL. C'est le retour de 8 internationaux qui ont quitté le mondial, qui arrivent maintenant dans ce 15 de départ, et également dans les 23 qui défieront l'Aviron Bayonnais, 10e de ce championnat de top 14. La Rochelle 12e qui reste sur 3
3 défaites consécutives, qui a à cœur de se racheter. Ronan O'Gara l'a répété en conférence de presse, ça y est, c'est un nouveau championnat qui va démarrer pour les Maritimes, qui vont pouvoir compter sur la plupart de leur cadre de retour. On a croisé, Grégory Aldrit, qui lui ne sera pas de retour ce soir, mais qui avait le sourire. Grégory Aldrit, on vous donnera une petite info, ce qu'il va faire dans les prochains jours pour Grégory Aldrit. On a croisé également Camille Lopez, le numéro 10 de cette équipe bayonnaise, qui était impressionné par ce stade Marcel de Flandre, qui a une nouvelle version, une nouvelle tribune, ce stade Marcel de Flandre, et qui glissait à Rémi Bourdeau, lui l'ancien joueur du Stade Rochelet. Waouh, il lui disait qu'est-ce que c'est chouette de venir jouer ici. En tout cas, c'est ce à quoi on devrait avoir à 21h dans ce match entre le Stade Rochelet et l'Aviron Bayonnais. Coup d'envoi 21h, mais c'est vrai que les conditions climatiques vont être très compliquées pour voir du jeu ce soir du côté de La Rochelle. Ouais, souvent on dit que c'est chouette avant le match, mais souvent après on dit que c'est moins chouette quand on est adversaire. Enfin, souvent ça se passe comme ça à La Rochelle. En tout cas, on verra. La Rochelle-Bayonne, c'est dans moins d'une heure le coup d'envoi, et on va le vivre bien sûr avec toute l'équipe sur Sud Radio ce soir, et vous, Antoine Mazère. Revenons au cœur de la mêlée, revenons au cœur de l'actualité de la semaine, où Fabien Galtier a donc donné une conférence de presse. C'était mercredi, Julien Thomas, Philippe Sanguero. Oui, non, mais il y a Quentin qui a voulu m'étrangler. Moi, j'ai résisté comme j'ai pu, et j'ai bien sûr paré la menace. Mais revenons quand même à cette conférence de presse Fabien Galtier mercredi. Et une question toute simple pour commencer, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que les explications du débrief de Fabien Galtier vous ont convaincu, messieurs, et notamment, je commence par toi, Julien Thomas? Oui, m'ont convaincu. Je pense que c'était dans une continuité qu'il cherche, bien sûr, dans cette conférence. Il évoque pas mal de sujets où il met un petit peu l'accent dessus, mais je pense qu'il est surtout là, il a basculé, connaissant un petit peu Fabien, c'est un sélectionneur qui est déjà sur l'après, même quand c'est dans l'instant présent, il est déjà sur l'après. Donc il avait déjà préparé pour l'avenir, et puis surtout il a un collectif qui va être renouvelé quasi, donc je pense qu'il y a de quoi construire. Voilà, Philippe Sanguero, est-ce que les explications de Fabien, qu'on va détailler sur certains points, est-ce qu'elles vous ont convaincu? Presque complètement. Presque complètement. Est-ce que vous pouvez développer ce presque? Oui, c'est sûr, complètement, c'est complètement, c'est linéaire complètement. Non, mais je trouve dommage qu'il laisse pas quand même la porte ouverte à une petite autocritique dans la gestion de ce quart de finale. On y reviendra. D'accord, effectivement, on y revient. Ça fait partie des points que l'on va aborder. Alexandre Priam, est-ce que tu as été convaincu? Convaincu dans sa vision globale, oui. Dans son manque d'autocritique, non. Je pense que ça aurait mérité, quand on fait le bilan, on fait aussi le bilan de ce qui n'a pas été, et là ça a été trop rapidement expédié à mon sens. Voilà. Quentin? Moyennement convaincu. Moyennement convaincu. Ok, pourquoi? Oui, je pense que ça manquait aussi un petit peu d'autocritique. Par exemple, sur la partie coaching, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Quand on lui demande si jamais il a été dominé en coaching, il a pas voulu prendre ses responsabilités. Il a dit c'est votre avis. Il a parfois botté en touche. Sur les choix, notamment de pas sortir Dupont, de choses comme ça. Parfois, j'aurais aimé qu'ils prennent peut-être un peu plus de responsabilités. Et il y a aussi le fait que j'ai l'impression qu'Ibanez disparaît totalement de l'équation. Alors du coup, ça appelle peut-être un rebond. Hein. On va redétailler, mais quand même sur la forme. On va dire c'était une conférence de presse où peut-être, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais ça manquait un peu de dialogue. En tout cas, il y a pas eu beaucoup de questions. 5 questions, allez à tout casser. La première réponse, elle dure 9 minutes. Elle dure 9 minutes. Alors moi j'étais là évidemment pour écouter toutes les réponses et pour faire le montage en live. Je peux dire que la première réponse de 9 minutes déjà pour sortir 30 secondes, ça n'a pas été évident. Non mais plus sérieusement, oui, c'était très bizarre. J'avais l'impression d'assister à un colloque. Mais un colloque seul. C'était vraiment très étrange. Non mais j'ai l'impression. Ouais, c'est une conférence. Il aurait été mieux sur scène debout avec un micro. Est-ce que c'était la masterclass plus qu'une conférence de presse? Bah oui. D'accord. Ah bah oui, bah oui. Voilà, mais c'était selon toi et peut-être Julien ou Philippe, c'était une stratégie ou c'est comme ça emporté par le rythme de la conférence et puis l'envie aussi de parler et d'avancer ses arguments. Il voulait pas la faire cette conférence. Il voulait pas la faire. Il le dit d'ailleurs dans la conférence de presse. Il dit voilà, bon.
devant l'insistance, j'ai accéléré le processus de digestion de cette déception, de l'analyse, pour être avec vous aujourd'hui. J'ai accéléré ça. On sent que c'était plus contraint que volontaire de faire cette conférence de presse. Et il a dû poser ses conditions. Il a dû dire, écoutez, vous me laissez parler, vous me laissez faire mon bilan. J'ai pas envie d'être coupé et interrogé trop souvent par des journalistes. Je pense. Votre point de vue sur la forme, Philippe ou Julien? Philippe, peut-être. Vas-y, Julien, démarre, vas-y. Non, sur la forme, c'est du Fabien Galtier, tout simplement. C'est acteur, vraiment jouer avec les journalistes, être maître et présent de chaque mot. Et puis, je pense qu'il a... C'est vrai que l'autocritique sur ces résultats n'a pas été forcément très évoquée et vite mis de côté. C'est le seul petit bémol, mais je pense que c'est du Fabien Galtier pur et dur, là. Philippe? Ouais, c'est du Fabien Galtier dans le texte. Alors moi, je trouve que ça m'a interpellé ce qu'il a dit quand il dit ouais, mais vous savez, les autres équipes qui ont perdu en quart de finale, on leur a pas demandé de bilan, etc. Mais chaque pays a sa problématique. Nous, on a un contexte très particulier avec ce rugby pro qui a pas toujours été aligné avec les intérêts du 15 de France, avec des efforts qui ont été fournis comme jamais. Donc nous, peut-être plus que d'autres pays, devons ouvrir le débat. Et c'est vrai que je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dites. Il est quand même très bon dans la pédagogie, Fabien, dans l'explication technique de choses que même nous, observateurs, on n'avait peut-être pas mesuré. Le nombre de potentiels de points qu'auraient pu marquer les Sud-Africains par rapport à ce qu'ils marquent réellement. Tout ça, c'est entendable et honnêtement, c'est intéressant dans la pédagogie de la réponse. Mais je trouve que c'est quand même bien, sans avoir des certitudes, en disant ça n'a pas marché, mais de dire tiens, oui, il y a un petit point d'interrogation. Parce que, ok, les Sud-Africains marquent plus que le potentiel de ce qu'ils pouvaient marquer d'après les datas. Mais ça montre aussi quand même peut-être plus de défaillance de notre côté dans la capacité de réaction défensive. Enfin, il y a des questions à se poser. Honnêtement, il m'a convaincu à 80% et j'ai trouvé que c'était bien. Mais je trouve dommage de pas montrer aux gens que on est dans l'autocritique, parce qu'en plus c'est ce qu'on vend en priorité dans le très haut niveau, la capacité de remise en question. Et là, il a pas trop ouvert la porte sur ce sujet-là. Ouais, ou en tout cas, il la garde pour son staff et pour les années ou en tout cas les saisons à venir avec le staff du 15 de France. On va revenir sur cette data. C'est au service du bilan. Voilà, on a eu droit à des expected points. Moi, je sais pas trop ce que c'était. Mais en tout cas, on va écouter ce passage. On travaille sur des logiciels, on travaille sur des datas à un potentiel de marque de 37 points. Nous avons marqué seulement 28. Donc tactiquement, quand vous êtes en position de marquer 37 points sur des données, purement des données, c'est que tactiquement, face à l'Afrique du Sud, c'est que tactiquement, vous n'êtes pas trop trompé sur un plan offensif. Sur un plan défensif, on a encaissé 29 points. Donc les Sud-Africains ont été hyper efficaces, hyper réalistes sur l'expect goal. Ils ont un potentiel de marque de 24, ils en marquent 29. Ouais. Est-ce que cette data, alors Julien, vous qui connaissez bien Fabien, est-ce que cette data, elle sert à quoi en fait? Parce qu'on le sait quand même que les Sud-Africains ont été réalistes et que les Français, peut-être sont très souvent été dominants et n'ont pas eu l'avance qu'ils devaient avoir. Mais je veux dire, c'est quoi? C'est juste un élément de langage de sa communication ou c'est une forme d'enfumage entre guillemets? Il y a de tout. Il y a de tout, voilà. Il y a du ressort de l'autocritique, mais qui n'est pas dite. Il y a de la data réelle. En fait, les 37 points, c'est un potentiel, selon les statistiques, c'est des temps forts que tu as. Mais pour expliquer, Julien, parce que je pense qu'il y a peu de gens comprennent. C'est-à-dire que ça se mesure à quel moment? C'est quand tu rentres dans les 22 en possession du ballon. Voilà, des temps forts potentiels de marque. Mais ça, une fois qu'on a dit ça, quand tu sais pas comment le mesurer, c'est quand même compliqué. Dans sa communication qui va nous sortir la NASA. Et qu'il nous l'avait déjà fait sur des conférences précédentes qu'on avait vu qu'il était loin avec ses datas, avec ses mots scientifiques et que personne ne comprenait en face. Et ça, c'est du Fabien aussi. C'est une forme de communication pour aller chercher l'excellence qu'ils ont comme peut-être logiciel, mais que personne comprend.
Oui, bon, en tout cas, c'était le premier point qu'on allait éclairer. On va en éclairer d'autres, bien sûr, d'ici la fin de ce magazine. On va se retrouver dans un instant pour nous appeler et réagir, vous, au 0826 300 300. Comment vous avez trouvé le sélectionneur du 15 de France? Vous en parlez, bien sûr, sur Sud Radio, dans Au cœur de la mêlée. 0826 300 300, à tout de suite. Au cœur de la mêlée, on revient sur les temps forts de la semaine dans notre magazine avant le grand match La Rochelle-Bayonne, 6e match de cette 6e journée. On parlait donc de la conf de Fabien Galtier. Est-ce qu'il vous a convaincu? Ça, on en a parlé. Voilà, les débats, les avis sont divergents, on va dire, ou en tout cas pas complètement alignés. Philippe Spanghero toujours avec nous, Julien Thomas également, Alexandre Priam, Quentin Cabanis et vous les auditeurs au 0826 300 300. Jérémy nous a appelé au standard. Jérémy qui nous appelle et c'est très sympa, un 11 novembre de se parler depuis Papeete. Il fait pas très beau à Paris et dans une certaine moitié nord de la France et on est content dans la Papeete parler avec Jérémy. Bonjour, parce c'est le matin hein, pour toi Jérémy. Eh oui, à 9h15 là, donc c'est le matin, il fait beau, il fait chaud, il y a un peu de musique derrière, je sais pas si vous entendez, j'espère que ça dérange pas trop. Ah ben non, c'est super, ça nous fait un peu voyager, ça nous réchauffe le cœur. Voilà, comment toi tu l'as trouvé on peut dire que tu es rugbyman, c'est ça, que tu es au Papeete Rugby Club? Papeete Rugby Club, oulala, Papeete. C'est ça, ouais. Ah ouais, mais moi je le dis à la métropolitaine. À la française. Ouais, donc au Papeete Rugby Club, voilà, comment tu l'as trouvé le débrief du sélectionneur Fabien Galtier? Bon, je t'avoue que je m'attendais à pas grand chose, donc bon, je suis pas forcément déçu, mais après voilà, comme vous disiez précédemment, je sais pas en fait s'il avait réellement envie de dialoguer, de répondre à plusieurs questions, d'être mis potentiellement en difficulté. J'ai la sensation que voilà, il a déroulé son speech, il a fait ce qu'il avait à faire, ce qu'on lui demandait, et puis voilà, c'est fait et on passe à autre chose. Donc ça peut être un peu frustrant parce qu'on avait certainement beaucoup d'autres questions à lui poser, mais la sensation que j'ai, c'est que peut-être c'était encore un peu tôt. Est-ce qu'il a digéré? Je sais pas. Et puis la question de l'autocritique, bon. Je sais pas, je connais pas personnellement le personnage, mais bon, je sais pas s'il a cette capacité-là, en tout cas sur de la grande écoute, quoi, sur du grand public. Bon, faut demander à Charles Olivon, Jérémy. Je demanderai cet après, mais bon, pour l'instant, j'ai pas osé. Pourquoi? Parce que Charles Olivon est à Papeete? Comme vous le savez, il n'est pas disponible pour le match de demain et en effet, on est allé le chercher jeudi soir à l'aéroport à Tahiti, et donc il va passer quelques jours avec nous là. Ah bah super, voilà, c'est ça aussi, et c'est sympa d'aller dans les clubs, notamment en Polynésie française, voilà, où il est 9h20 à Papeete, il est 20h20 sur l'antenne de Sud Radio. Le sélectionneur a dit: je ne changerai rien sur la stratégie, hein, ça a fait la une de l'équipe. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça? Est-ce qu'il ne fallait rien changer? Voilà, quand on refait un peu le débrief avec un peu de recul, toi Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est compliqué de dire autre chose dans sa position. Ça voudrait dire, d'assumer qu'il s'est totalement trompé, de dire on aurait dû faire autre chose. On en a eu des débats sur ça. Est-ce qu'il fallait jouer comme ça? Est-ce qu'il fallait jouer autrement? C'est compliqué dans sa position, je pense, de répondre autre chose. Peut-être dans quelques années, je sais pas. Mais pour l'instant, ça me semblait un peu difficile. Ouais, sur la stratégie, tiens, on va faire réagir Julien et Philippe. Voilà, vous comprenez ce que veut dire Fabien Galtier quand il dit ça? En gros, je n'aurais rien changé. Oui, moi, honnêtement, je comprends et je pense que il a pas tort du fait que c'est pas forcément ça qui a coûté le match. C'est le manque de réalisme. Ça a été d'autres points que les Français n'ont pas su. Alors après, au niveau des changements, il y a peut-être. Il dit qu'il a fait des changements un peu tardifs ou plus tard que prévu. Je pense surtout qu'il y a eu quand même une problématique de réalisme côté français dans les zones de marque. Philippe, sur ce point? Il l'a pointé, hein, ce manque de réalisme dans les zones de marque en s'appuyant sur les datas, ça c'est un point. C'est vrai qu'il est passé un peu vite sur peut-être la stratégie de coaching, parce que même s'il y a ce manque de réalisme, il l'a dit à la mi-temps, il aurait dû avoir... Elle a fait débat. Elle a fait vraiment débat entre les membres du staff. Hein.
Ouais, elle a priori, elle a fait débat. Je pense que c'est plutôt sur ce sujet-là qu'il aurait pu ouvrir un peu plus la boîte de Pandore sur la remise en question, au moins l'interrogation. Parce que même si en effet il y a ce manque de réalisme à la mi-temps et que, comme il l'a dit, dans le vestiaire il aurait dû avoir 30 points, et ben c'est quand même au retour des vestiaires que l'écart se creuse au moment du coaching. Donc, est-ce que c'est une question stratégique des moments dans le match et des joueurs, ou est-ce que c'est simplement un écart de niveau entre nos bancs? Parce que moi, ce que j'ai dit juste après le match, c'est que on peut remettre en question la stratégie du staff, mais à un moment quand même, je pense que ce qu'on a peut-être pas assez vu avant cette Coupe du Monde, on s'est dit qu'on avait trouvé une grande profondeur de banc, et peut-être qu'on s'est un peu trompé par rapport à la vraie qualité de notre banc. Tiens, on va faire réagir Jérémy sur ce point. Voilà, est-ce que c'est en gros le manque de profondeur de banc qui a fait que le coaching a été peut-être un peu tardif ou pas assez audacieux, selon toi, Jérémy? Je sais pas. Après, il y a le contexte du match. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient pas non plus comme prévu, et peut-être un manque de lucidité à la fois des joueurs sur le terrain, ça on l'a bien ressenti. Peut-être aussi un manque de lucidité du staff en tribune, parce que mine de rien, ils ont, on le dit à chaque fois, énormément de data, et malgré tout, je pense qu'ils ont les chiffres qui montrent que certains joueurs sont cramés à un moment du match, et pourtant ils sortent pas. Donc je te dis, est-ce que vraiment au sein du staff on était aussi 100% lucide sur ce qui se passait dans le match? Pour moi, il y a cette question-là aussi, c'est que vraiment le match avait une ambiance particulière, il y avait un contexte particulier. Peut-être que dans un autre cadre, en test match, j'en sais rien, ça se serait passé différemment. Là, il y avait la pression, il y avait plein de choses autour, quoi. Ouais, on va écouter, et c'est un bon point, Jérémy, mais on va écouter aussi un des points importants, quand même, aussi, c'est l'avenir de cette relation entre notamment la fédération et les clubs. On va écouter d'ailleurs un sonore de Fabien Galtier dans cette conférence de presse. C'est Alexandre Priam qui a recueilli ses propos, et c'est assez intéressant. Par effet ricochet, lorsque l'équipe de France tourne bien, c'est les stades pleins en deuxième division, en National 1 et en première division. On marche ensemble. C'est-à-dire qu'entre le top 14, la Pro D2, la Ligue et la Fédération française du rugby, on marche ensemble. Donc, je veux croire que on va continuer à marcher ensemble. Et je veux croire que tout le monde a bien compris, l'intérêt pour les deux institutions d'être associées dans les bons moments, dans les très bons moments, et il y en a eu beaucoup, comme dans les moments plus difficiles. Ça s'appelle la solidarité. Ouais, cette solidarité du rugby français, ça n'a pas toujours été sa caractéristique. Il y a eu effectivement une concorde, on va dire, ces 3 dernières années. Philippe Spanghero, on sent quand même que là, Fabien Galtier, il fait passer un message et il marche un peu sur des œufs. Il marche sur des œufs, oui et non. La convention est signée pour encore plusieurs saisons jusqu'à 2027. Donc sur le papier, il y a rien à rediscuter. Après, il faut montrer au club pro et à la ligue que la fédération n'est pas fermée, qu'elle est toujours dans cette volonté de discussion. Et honnêtement, je crois que les discussions entre la fédération et la ligue sont très bonnes, et que on est rentré dans une dynamique positive où les acteurs du rugby pro ont compris vraiment, ce qui était peut-être pas le cas il y a encore quelques années avec certains présidents, l'importance d'une équipe de France qui marche. Donc, il marche pas forcément sur des œufs, mais il a vu quelques déclarations de présidents. Oui, le président Lorenzetti notamment. Oui, Jackie Lorenzetti a été assez cash en disant que ça pourrait pas continuer comme ça. C'est vrai que cette Coupe du Monde en France étant passée, ce que je disais hier soir, c'est que la prochaine, elle est en Australie, avec un fuseau horaire compliqué. Les matchs vont se jouer à des horaires qui vont moins fédérer les foules ici. Donc, il peut y avoir des interrogations du côté du rugby pro en disant, mais pourquoi finalement mettre autant de moyens? Mais je crois que il faut pas focuser sur des coupes du monde. On a vu à quel point l'équipe de France était capable de fédérer pendant le tournoi, pendant les tournées, et là ce qui va devenir la Nations Cup. Donc voilà, on a besoin d'une équipe performante tout le temps. Mais en effet, je pense qu'à la marge, des discussions vont s'ouvrir pour voir comment aligner les points de vue.
Eh ben on l'espère en tout cas, et on remercie Jérémy d'avoir été avec nous depuis Tahiti. Voilà, où donc vous accueillez Charles Olivon. Voilà. Combien de licenciés dans votre club à Papeete ? Si on compte l'école de rugby, donc le club est pas si vieux que ça, hein. On a à peu près 7-8 ans, donc c'est tout jeune pour nous. On compte un peu plus de 100 licenciés maintenant, on a quasiment 80 gamins à l'école de rugby. Donc on est vraiment en bon développement, on est sur une pente ascendante en termes d'effectifs et de résultats. Donc on est très content. Je vous invite l'année prochaine, en octobre 2024, à venir à notre tournoi international de rugby à 7, qu'on organise maintenant tous les 2 ans. Je crois qu'on a un journaliste parmi vous qui va venir. Donc, si vous voulez vous joindre à lui, c'est avec grand plaisir. Avec plaisir. Non, mais le problème, c'est qu'au buffet, il passe devant tout le monde et il mange tout. Donc, on pourra pas venir. Il prend les goûters de tout le monde après. C'est un sacré VIP quand il vient. Allez, en tout cas, merci Jérémy d'avoir été avec nous. On parlait d'Alexandre Priam, bien sûr, mais c'était tout à fait amical et affectueux. Et on vous souhaite bon vent pour le Papeete Rugby Club, bien sûr, sans licenciés, on le disait. Et surtout, on espère des petites pépites comme on en a eu quand même dans le 15 de France ces dernières années, comme on en a toujours dans le rugby français. Merci d'avoir été avec nous en direct. À suivre, bien sûr, vous restez là, Philippe et Julien. Il y a la chronique, bien sûr. On va se retrouver autour du match. Alexandre va reprendre le flambeau brillamment. Et puis, on va aller tranquillement vers la chronique de Philippe Spanghero et le conseil de classe, bien sûr, pour parler de la Pro D2. À tout de suite.